Ce dialogue qui commence aujourd'hui entre nous, vous, Françaises et Français, qui cherchez en conscience où se trouve le devoir, qui vous interrogez sur ce qu'il convient de faire pour la France le 5 décembre prochain, et moi, candidat unique de la gauche à la présidence de la République, qui vous demande de m'écouter et de comprendre pourquoi je fais appel à vous. Oui, ce dialogue qui commence aujourd'hui entre nous, je l'espérais depuis longtemps. Je suis candidat contre le général de Gaulle, contre lui seul, car lui seul compte, à droite. Mais ce n'est pas une affaire facile. Si je l'ai entreprise, c'est parce que je crois de toute ma conviction que nous sommes à la croisée des chemins. Le général de Gaulle se fait certainement de la France une idée respectable. Mais il oublie le plus souvent de s'occuper des Français. Or, où en seront les Français dans 10 ans? Sans débouchés, puisqu'on les prive de l'Europe et puisqu'on casse le marché commun. Sans avenir, puisqu'on stérilise notre économie, puisqu'on lésine sur les crédits de l'éducation nationale, puisque 6% seulement des filles et des fils des ouvriers et paysans accéderont aux postes de responsabilité dans notre société, puisqu'il nous faudrait 3 fois plus de chercheurs scientifiques, puisqu'au sortir de l'école, des milliers de jeunes gens iront s'inscrire au chômage. Mais cette situation est sans doute normale si l'on songe que le général de Gaulle se pose des problèmes qui concernaient nos pères, tandis que moi, et toute la gauche avec moi, j'essaie de me poser les problèmes qui concerneront nos fils. Je sais bien que l'actuel chef de l'État n'ouvre pas la bouche sans expliquer que ce qui va mal en France, c'est la faute de la 4e République, comme le chantonnaient autrefois les muscadins du Directoire. C'est la faute à Voltaire, c'est la faute à Rousseau. Mais soyons sérieux. On voudrait tout de même que la 5e République, qui a maintenant 7 ans, atteigne enfin l'âge de raison. En vérité, depuis la dernière guerre mondiale, la France n'a pas retrouvé son équilibre politique et nous sommes allés d'un extrême à l'autre. Sous le régime précédent, le Parlement avait accaparé tous les pouvoirs. La 4e République s'est enlisée dans les guerres coloniales. Elle a fini dans l'anarchie. Et personne ne la regrette. La 5e République, elle, c'est un régime propriété personnelle du général de Gaulle. Est-ce tellement mieux? J'ai l'impression que si le chef de l'État, malgré les atteintes de l'âge, veut encore 7 ans de pouvoir, c'est d'abord parce qu'il ne voit autour de lui et parmi ses amis personne qui soit digne d'assumer la fonction. Et c'est bien ce qu'il voulait dire l'autre jour, lorsqu'il proclamait « moi » ou le néant. C'est ensuite parce que lui parti, il sait bien que son régime est perdu. Et c'est enfin, je le crains, parce qu'il a cessé de croire dans les chances de la France. Je préfère, je l'avoue, l'attitude d'un Winston Churchill, qui, en pleine gloire et son parti battu, adresse ses vœux de réussite à ses concurrents plus heureux. Car au-delà des hommes, quel que soit leur mérite, l'histoire continue. Et c'est douter de son pays que de se croire irremplaçable. Les républicains, par conviction, autant que par tradition, combattent le pouvoir personnel. Mais est-il bien sûr qu'en 1965, la majorité des Français, tiraillés par une propagande de caractère totalitaire, et fatigués qu'ils sont de cette république anonyme, ou plutôt de cette république aux 1001 visages qu'ils ont vu défiler depuis un demi-siècle, est-il bien sûr que la majorité des Français soit hostile au pouvoir personnel? Certes, ce n'est pas nouveau. On a déjà vu cela dans notre histoire. Une république impuissante,
des républicains divisés. Et cela produit, selon le cas, un 18 Brumaire avec le premier Bonaparte ou un 2 décembre avec le second. Rien d'étonnant dès lors si le 13 mai 1958 nous a rendu Charles de Gaulle. Seulement voilà, qu'est-ce que le pouvoir personnel, sinon l'abandon par près de 30 millions de citoyens français de leur destin dans les mains d'un seul homme, sinon l'abdication de la souveraineté populaire au profit d'un guide ou d'un maître. C'est parce qu'elle a compris cela que la gauche, pour la première fois depuis 30 ans, s'est enfin réunie. C'est pour cela que pour la première fois depuis 30 ans, la gauche, autour de moi, s'est rassemblée face à une droite dominée sans doute par la personnalité du général de Gaulle, mais profondément divisée. La gauche contre la droite. Peut-être pensez-vous que ces mots sont bien vieux et qu'ils ne signifient plus grand-chose. Je vous les abandonne si nous sommes d'accord sur le reste. C'est-à-dire, si nous admettons qu'il y a dans toute société ceux que révolte l'injustice et ceux qui s'en accommodent, ceux qui refusent de changer par indifférence ou bien par intérêt, quoi que ce soit, aux structures du passé, et ceux qui, au contraire, recherchent dans le présent les chances de l'avenir. Eh bien, moi, ce que je vous propose, c'est un choix, et un choix dans tous les domaines, extérieurs, intérieurs, économiques et sociaux. Ou bien vous voulez que le général de Gaulle, ou son successeur, que vous ne connaissez pas encore, mais qu'il vous imposera un jour ou l'autre, décide de tout à votre place, ou bien vous voulez décider vous-même. Et comme tous les grands peuples du monde qui ont accédé à la démocratie, assumez pleinement votre fonction de citoyen. Mais si vous vous contentez d'élire une fois tous les 7 ans un président de la République, quitte dans l'intervalle à le laisser libre d'agir à sa guise comme un souverain absolu, alors faudra-t-il croire que les Français s'estiment moins dignes ou moins capables que les Anglais, les Américains, les Allemands, les Italiens, les Suédois, que sais-je encore, qui, eux, exercent constamment un contrôle sur ceux qui les gouvernent. Mais j'ai dit qu'il fallait choisir, et voici des exemples. Fabriquer la bombe atomique, dépenser pour elle des milliers de milliards d'anciens francs, comme le veut le général de Gaulle, plutôt que de construire les écoles ou les logements dont nous avons besoin, comme je le demande. C'est un choix à faire, mais qui vous concerne et qui vous regarde. Un seul avion Mirage 4, porteur de bombes atomiques, qui sera démodé dans 5 ans, coûte plus cher que 300 logements HLM. Refusez, comme l'a fait le général de Gaulle, d'arrêter les expériences nucléaires qui polluent l'atmosphère et qui frappent dès leur naissance la santé de nos enfants, plutôt que d'inviter le monde, comme je le demande, à cesser cette course infernale au surarmement. C'est un choix à faire, mais qui vous concerne et qui vous regarde. S'enfermer, comme le général de Gaulle, dans un nationalisme étroit, assorti d'un jeu compliqué de coalitions et d'alliances changeantes, qui ont déjà précipité les peuples au XIXe comme au XXe siècle dans les pires catastrophes. Des guerres, des revanches, d'autres guerres, des vainqueurs, des vaincus, jamais les mêmes. Et pendant ce temps, l'Europe ruinée et les peuples pantelants. Plutôt que d'essayer, comme je le fais, de bâtir une Europe saine, solide, unie, ou que de renforcer l'arbitrage international, c'est un choix à faire, mais qui vous concerne et qui vous regarde. Imposer un plan dit de stabilisation, qui bloque les salaires sans freiner les prix, qui entretient un volant de chômage, qui stoppe l'essor de notre industrie, comme le fait le gouvernement de M. Pompidou.
plutôt que d'adopter un plan d'expansion continue qui assure le plein emploi, qui crée de nouvelles richesses, qui dirige les investissements productifs et qui fait confiance aux Français dans leur capacité de travail et de production, comme je le demande. C'est un choix à faire, mais qui vous concerne et qui vous regarde. Le taux des investissements productifs en France entre 1961 et 1964, 0%. L'Allemagne, 16%. Lequel des deux pays, dans 10 ans, sera le plus jeune et le plus riche? Acceptez que le revenu global de notre agriculture baisse de 3% chaque année, que le quart des salariés français perçoivent moins de 55 000 anciens francs par mois, qu'on discute à perte de vue sur la misérable allocation des personnes âgées, comme le fait le gouvernement de M. Pompidou, plutôt que de se battre pour la justice sociale, comme je le fais avec toute la gauche. C'est un choix à faire, mais qui vous concerne et qui vous regarde. Acceptez qu'on ne construise que 400 000 logements par an, quand il en faudrait 500 000, et qu'en même temps on laisse des fortunes scandaleuses s'édifier sur la spéculation foncière, comme le fait le gouvernement de M. Pompidou, plutôt que de donner au gouvernement et aux communes le moyen de mettre un terme à cette situation. C'est enfin un choix à faire qui vous concerne et qui vous regarde. Hier, c'était la République des députés. Aujourd'hui, c'est la République d'un seul homme. Demain, il faut bâtir la République des citoyens. Et c'est pour cela que je vous disais tout à l'heure que selon le choix qu'on fait, c'est la droite ou c'est la gauche. Et les objectifs essentiels de la gauche, c'est de rechercher dans la société les moyens de fonder le bien-être et le bonheur de l'homme. Cet objectif impose une politique extérieure qui soit au service de la paix, impose une politique intérieure qui soit au service de la justice. Mais je n'aperçois ni l'une ni l'autre au bout de la route que nous désigne le général de Gaulle. Voilà pourquoi je voulais vous parler aujourd'hui. Bonjour. Les candidats se racontent beaucoup en ce moment. François Mitterrand, êtes-vous prêt à faire de même? Pas exactement. Pas exactement parce que si je pense que la vie privée, la vie personnelle, explique pour beaucoup la vie publique et qu'il y a des liens très directs entre cette vie publique et cette vie privée, il m'arrive un peu de répugner à l'exhibition. Mais enfin, j'admets qu'il puisse y avoir sur ce plan des explications à donner. Cette réserve mise à part, il y a bien entendu des temps forts dans votre vie privée et dans votre vie politique qui ont marqué des choix. Quels sont-ils? Oui, sûrement, sûrement. Et malgré le peu de temps dont je dispose, je vais essayer de vous le dire brièvement. D'abord, il faut le dire, un milieu familial. L'enfance. Mon père était du Berry, ma mère était de Saintonge, et comme cela se fait beaucoup dans la vie provinciale, j'ai vécu dans la famille de ma mère. Mes parents étaient très unis et nous étions nombreux. 8 frères et sœurs et 2 cousins germains dont le père avait été tué à la guerre de 14-18. Bon, alors on vivait en groupe, d'une façon très autonome et en même temps dans une grande liberté d'esprit, mais nous étions une famille. Cela a dominé, je crois, le reste de ma vie. D'ailleurs, aujourd'hui encore, nous sommes 9 vivants, nous nous voyons beaucoup. La solidarité familiale, je crois que ça compte beaucoup. Vous retrouverez bien que vous ne soyez pas tous à Paris, enfin vous êtes... Oui, on est un peu dispersés. Paris a fait dans cette famille comme fait pour tout le reste, c'est-à-dire qu'on était un peu aspirés vers là. Enfin, il y en a qui sont encore en province, en particulier en Charente. Ensuite, il y a eu la captivité et la résistance. Très important pour moi,
La guerre, 20 ans, 21 ans, il faut imaginer 1939, 1940, je suis blessé et fait prisonnier de guerre sur mon lit d'hôpital. On me transporte, comme tous les autres, en Allemagne et je me retrouve dans un camp en Thuringe, c'est-à-dire au centre de l'Allemagne, dans la région de Weimar. Là, sur un flanc de colline, 35 000 hommes. Quelle expérience! Qu'est-ce que je sais de la vie, ma famille et l'université, milieu protégé. Et me voici soudain affronté à la vie. La loi de l'effort, il fallait surmonter tout ça, ce n'était pas facile. À côté de cela, naturellement, les amitiés. Figurez-vous qu'aujourd'hui, encore, mes vrais amis, mes solides amis, ceux que je revois à tout moment, c'est mes anciens camarades de captivité. Et ils le savent bien. N'inventons rien. C'était quand même pas le paradis. Et d'une certaine manière, il fallait beaucoup de solidarité pour dominer, nous étions en 1940, 1941, l'Allemagne de Hitler, cette espèce d'Europe qu'on nous dessinait pour 1000 ans. Bref, j'avais envie d'en sortir. Je me suis évadé. J'ai voulu ma liberté et je l'ai conquise. Une fois, échec, 22 jours, 22 nuits, à travers l'Allemagne, à pied. J'ai été repris à la frontière suisse, le dernier soir. On recommence, 8 mois après, je me fais reprendre à Metz, à quelques kilomètres de la frontière, puisqu'il y avait annexion à l'époque. Enfin, la troisième fois était la bonne. Bref, j'ai conquis ma liberté et j'en suis assez fier encore aujourd'hui. Et j'y tiens, cette liberté. La résistance? La résistance a compté, forcément. Qu'ajouterais-je de particulier, sinon que, revenu en France, je suis parti quelque temps plus tard, je suis revenu fin 41. J'ai organisé un mouvement de résistance d'évadés de guerre au mois de mai 1942, et j'ai été appelé à me rendre à Londres et en Algérie au mois de novembre 1943. Et j'ai été reçu par le général de Gaulle au mois de décembre 1943. Je suis revenu en France, occupé en février 1944. Et j'ai fait partie du premier gouvernement de la France libérée, sous l'autorité du général de Gaulle, en tant que secrétaire général provisoire aux prisonniers de guerre et aux déportés. Grande expérience. Mais elle n'a pas ceci d'original que j'ai retiré de ma vie dans les camps. Et puis quand on vous connaît bien, on sait votre attachement pour votre département, la Nièvre. C'est là que vous vous replongez en quelque sorte dans la réalité des choses. Eh bien, j'y suis depuis 1946. Ça fait maintenant bientôt 27 ans que je suis député de la Nièvre, avec un accident. En 1958, j'avais pris position par un non catégorique à certaines formes de régime et au coup d'État militaire. J'ai été absent du Parlement 3 mois, puisque les Nivernais m'ont renvoyé à ce moment-là au Sénat. Bon, alors, en 27 ans, on apprend beaucoup de choses. Et il est très important que vous sachiez, et au-delà de vous, tous ceux qui veulent bien nous écouter, que j'ai appris une troisième expérience, c'est-à-dire le travail des hommes, la peine des hommes, et aussi les situations de classe. Château-Chinon, il faut savoir que c'est une toute petite ville, 3000 habitants, mais c'est une petite capitale aussi. Et c'est une ville ouvrière, dans un environnement paysan, rural. J'ai donc pu confronter les deux mentalités, étant bien entendu que ça forme un tout. Alors, j'y ai appris beaucoup de choses, mais le travail et la difficulté, et qu'on me permette de le dire, ce n'est pas un propos électoral, ils le savent bien, une profonde affection, des liens, enfin c'est comme un mariage entre nous. 26 ans, c'est un bail. Il nous reste 2 minutes 30, j'aimerais me transformer en fonctionnaire d'état civil et vous demander des renseignements sur votre famille, tout banalement. Officier d'état civil, dites-moi, vous changez de rôle. Eh bien, voilà, je suis marié depuis 30 ans. Presque 30 ans. C'était en octobre 1944. C'est-à-dire que c'était encore la guerre. Et j'ai épousé une jeune fille que j'ai connue. Elle était infirmière dans un maquis. Elle avait la croix de guerre à 17 ans. On s'est mariés. Nous avons eu 3 enfants. Nous en avons 2 aujourd'hui. 2 garçons. Ils ont 27 et 25 ans. Nous vivons tous ensemble. Il n'y a pas de conflit de génération chez moi. Depuis plusieurs semaines, depuis le début de la campagne présidentielle, je sillonne notre pays. J'y ai même rencontré un certain nombre d'entre vous.
J'ai vu votre inquiétude, j'ai partagé vos espérances. J'ai vu votre inquiétude. De toutes les forces dont nous disposons, il faut maintenant sortir la France de l'état moral et matériel où l'on mise les personnes et la politique qui nous gouvernent depuis 7 ans. Le désordre est partout. Il est dans le chômage, près de 2 millions de chômeurs. Il est dans la vie chère, vous le savez mieux que personne. Il est dans une société qui rejette sa jeunesse. Le désordre est dans les difficultés que rencontrent les personnes âgées, dans l'inégalité qui frappe les femmes, au travail et dans la vie de tous les jours. Dans l'impossibilité où se trouvent les uns d'emprunter, les autres de se loger ou de payer leurs charges locatives. Le désordre est dans la disparition de 100 000 exploitations familiales agricoles, dans l'accélération des faillites et des liquidations judiciaires. Il est dans la façon dont les travailleurs, ouvriers, employés, cadres sont tenus à l'écart de la gestion et de l'information dans leur propre entreprise. Bref, le désordre est dans l'injustice. Là, le privilège et le luxe insolent, et de l'autre côté, la grande masse des gens, la plupart des familles, qui ont de la peine à joindre les deux bouts. On nous dit, c'est la crise, bien entendu, c'est la crise. Et il est vrai que le monde occidental a quelques difficultés à s'adapter au progrès de la science et de la technique, à faire que l'homme ne soit pas tout à fait écrasé, éliminé par la machine. Et pourtant, ne nous y trompons pas. On ne sortira pas de la crise par les moyens jusqu'ici employés. On ne sortira pas de la crise en demandant les sacrifices toujours aux mêmes. Seul un élan national, la volonté de réveiller les énergies et de donner leur chance à tous, seul un formidable élan de solidarité nationale nous permettra de reprendre la route. Le corps s'ankylose quand il ne bouge pas, l'eau croupit quand elle ne coule pas. Tout est mouvement dans la vie. 7 ans, c'était déjà beaucoup, et lequel d'entre vous ne sait pas que 14 ans, ce serait trop? J'ai partagé vos espérances. Et oui, je m'émerveille devant cette volonté de travail, cette capacité de bien faire chez l'ouvrier, encore trop souvent relié à ses chaînes, chez le paysan, qui connaît le poids des saisons et des réalités, l'artisan, amoureux de l'objet, l'entrepreneur qui crée, l'instituteur qui éveille l'intelligence de nos enfants. Je m'émerveille de voir dans les universités de 3e âge les anciens chercher à apprendre, pour peu qu'on leur en donne le moyen. Je m'émerveille de voir ces jeunes exiger, rechercher l'harmonie des choses, plus intransigeants que les autres pour la défense des droits de l'homme. Oui, je le répète encore, je crois aux possibilités de notre pays, à ses talents, à son intelligence, et je me dis, pourquoi tant de recul et pourquoi tant d'échecs? C'est sans doute qu'il faut changer de direction. Voilà pourquoi, candidat des socialistes, candidat de la gauche, seul placé pour l'emporter, j'ai besoin de votre aide. Fidèle à mes engagements, tels que je les pratique depuis plus de 15 ans, puisque j'ai eu le bonheur et la force d'incarner le Rassemblement populaire, je vous le répète, je n'écarte personne. Et je vous demande seulement de servir avec moi la grandeur du pays. Depuis plusieurs semaines, depuis le début de la campagne présidentielle, je sillonne notre pays. J'y ai même rencontré un certain nombre d'entre vous. J'ai vu votre inquiétude, j'ai partagé vos espérances. J'ai vu votre inquiétude.
de toutes les forces dont nous disposons, il faut maintenant sortir la France de l'état moral et matériel où l'ont mise les personnes et la politique qui nous gouvernent depuis 7 ans. Le désordre est partout. Il est dans le chômage, près de 2 millions de chômeurs. Il est dans la vie chère, vous le savez mieux que personne. Il est dans une société qui rejette sa jeunesse. Le désordre est dans les difficultés que rencontrent les personnes âgées, dans l'inégalité qui frappe les femmes, au travail et dans la vie de tous les jours. Dans l'impossibilité où se trouvent les uns d'emprunter, les autres de se loger ou de payer leurs charges locatives. Le désordre est dans la disparition de 100 000 exploitations familiales agricoles, dans l'accélération des faillites et des liquidations judiciaires. Il est dans la façon dont les travailleurs, ouvriers, employés, cadres sont tenus à l'écart de la gestion et de l'information dans leur propre entreprise. Bref, le désordre est dans l'injustice. Là, le privilège et le luxe insolent, et de l'autre côté, la grande masse des gens, la plupart des familles, qui ont de la peine à joindre les deux bouts. On nous dit, c'est la crise, bien entendu, c'est la crise. Et il est vrai que le monde occidental a quelques difficultés à s'adapter au progrès de la science et de la technique, à faire que l'homme ne soit pas tout à fait écrasé, éliminé par la machine. Et pourtant, ne nous y trompons pas. On ne sortira pas de la crise par les moyens jusqu'ici employés. On ne sortira pas de la crise en demandant les sacrifices toujours aux mêmes. Seul un élan national, la volonté de réveiller les énergies et de donner leur chance à tous. Seul un formidable élan de solidarité nationale nous permettra de reprendre la route. Le corps s'ankylose quand il ne bouge pas. L'eau croupit quand elle ne coule pas. Tout est mouvement dans la vie. 7 ans, c'était déjà beaucoup. Et lequel d'entre vous ne sait pas que 14 ans, ce serait trop? J'ai partagé vos espérances. Et oui, je m'émerveille devant cette volonté de travail, cette capacité de bien faire chez l'ouvrier, encore trop souvent relié à ses chaînes, chez le paysan, qui connaît le poids des saisons et des réalités, l'artisan, amoureux de l'objet, l'entrepreneur qui crée, l'instituteur qui éveille l'intelligence de nos enfants. Je m'émerveille de voir dans les universités de 3e âge les anciens chercher à apprendre, pour peu qu'on leur en donne le moyen. Je m'émerveille de voir ces jeunes exiger, rechercher l'harmonie des choses, plus intransigeants que les autres pour la défense des droits de l'homme. Oui, je le répète encore, je crois aux possibilités de notre pays, à ses talents, à son intelligence, et je me dis, pourquoi tant de recul et pourquoi tant d'échecs? C'est sans doute qu'il faut changer de direction. Voilà pourquoi, candidat des socialistes, candidat de la gauche, seul placé pour l'emporter, j'ai besoin de votre aide. Fidèle à mes engagements, tels que je les pratique depuis plus de 15 ans, puisque j'ai eu le bonheur et la force d'incarner le Rassemblement populaire. Je vous le répète, je n'écarte personne. Et je vous demande seulement de servir avec moi la grandeur du pays.
Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Voilà des images assez impressionnantes d'un temps qui fut glorieux, qui était donc toute l'histoire de France. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que ce temps est un petit peu révolu? Beaucoup de gens glosent sur l'indépendance de la France en se disant qu'au fond, pour être indépendant, il faut être d'abord fort et que la France n'est pas si forte que ça, et notamment économiquement, ce n'est jamais qu'une moyenne puissance. Qu'est-ce que vous leur répondez? Mais non, ce n'est pas un temps révolu. Sur les 2 siècles qui viennent d'être rapidement racontés à travers des images, un rythme qui m'a plu. Moi, je ne suis pas rien dans cette composition, mais j'ai admiré la qualité de cette réalisation. C'est l'histoire de France. Ça va vite, mais on comprend quand même. Il y a des hauts et il y a des bas. Nous ne sommes pas dans un bas. Simplement, les rapports de force, la population, le rapport démographique, les rapports de puissance, aujourd'hui 2 empires, l'américain, le soviétique, tout cela fait que la France doit trouver des appuis tout en gardant ses valeurs. Et elle a trouvé l'Europe. Et c'est la France qui a pris l'initiative de l'Europe. Je continue. Et d'autre part, sur le plan économique, nous avons été pris dans une crise mondiale. Nous ne sommes pas ceux qui en ont le plus souffert, mais nous en avons beaucoup souffert. Et j'ai le sentiment que depuis un certain nombre d'années, je ne vais pas dire depuis quand, sans quoi on va dire, bon, en tout cas, depuis 7, 8, 10 ans, on a pris véritablement les uns les autres la volonté de réussir. Bon, il y a eu des échecs, il y a eu des réussites, mais je crois que la France a tous les moyens de gagner cette bataille. On a quand même le sentiment qu'elle n'a pas la place de naguère et qu'elle n'est pas le moteur des décisions du monde. Elle n'a pas la situation d'après Austerlitz, elle n'a pas la situation du premier Louis XIV, certes, mais elle a une situation, aujourd'hui encore, pleine de grandeur, de rayonnement, et pour ses 55 millions d'habitants, par rapport aux grandes masses qui pèsent sur le monde, quand on pense que la France est le 3e pays du monde sur le plan de son organisation militaire, le 4e et le 5e sur le plan industriel et sur le plan de ses exportations, sur le plan économique, c'est quand même pas mal. Bon, alors il y a des chutes, il y a des ratages, il y a des politiques plus ou moins bonnes, là-dessus j'ai mon opinion, vous le savez, mais c'est pas le sujet pour l'instant. Mais au total, la France a toutes les raisons de croire en elle-même. Mais il faut qu'elle s'appuie et qu'elle travaille avec les autres Européens qui ont accompli la même évolution. Alors ces thèmes de politique étrangère qu'on a choisi de décliner aujourd'hui, on va les découvrir tout d'abord à travers un clip réalisé par Mathias Ledoux sur les grands thèmes forces de la France aujourd'hui et de sa politique étrangère. La France a besoin d'un président qui décide en matière de politique étrangère, la position de la France dans le monde et en matière de défense. Il faut que la guerre demeure impossible et que ceux qui y songeraient en soient dissuadés. Nous devons veiller toujours à respecter la souveraineté d'un État sur ses affaires intérieures, mais le droit n'a pas de frontières, dès lors qu'il s'agit de biens universels dont la liberté de vivre, de penser, d'aller et de venir est le fondement.
paix, on a bien compris le message, alors sans sauter sur sa chaise comme un cabri, comme le faisait le général de Gaulle quand il entendait parler d'Europe, on a envie de se dire finalement qu'au fond tous les candidats parlent de paix, mais qu'il y a pacifisme et pacifisme. Et certains peuvent vous accuser d'un pacifisme naïf, vous faites trop confiance, dit-on parfois, aux soviétiques, après cet accord de désarmement très important entre Ronald Reagan et Mikhail Gorbatchev. Le problème n'est pas de savoir si nous sommes pour la paix, les uns les autres. Bien entendu, nous sommes pour la paix. Le problème est de savoir si on en prend le chemin. Posez-moi des questions. Quand vous me dites, par exemple, vous faites trop confiance à M. Gorbatchev, non, c'est simplement j'ai confiance en nous. C'est toute la différence. Vous avez le sentiment... J'ai confiance en moi. Que l'Europe n'est pas trop dégarnie, que la France n'est pas trop dégarnie. Et en quoi elle serait-elle après cet accord? Mais vous savez que l'accord de Washington entre Reagan et Gorbatchev ne vise absolument pas l'armement de la France, ni l'armement nucléaire de la Grande-Bretagne. C'est un accord entre Russes et Américains. Et le fait que les Russes et les Américains décident de réduire un peu moins de 10% leur formidable arsenal nucléaire, moi, je trouve cela très bon. C'est le chemin du désarmement, donc c'est le chemin de la paix. On peut craindre une sorte d'abandon de l'Europe. Alors là, c'est un problème qui va beaucoup plus loin. Savoir si, en vérité, l'Alliance Atlantique, l'alliance entre les Américains et les Européens, tient bon. Et de ce point de vue, il n'y a pas de raison nouvelle, en tout cas, de poser le problème autrement qu'il n'a été posé il y a déjà 20 ans. Quant à la relation avec l'Union soviétique, nous sommes sur le même continent, nous sommes à brève distance. Et quand je vois le gouvernement soviétique et M. Gorbatchev s'orienter, il a ses raisons. Ce ne sont sans doute pas exactement les mêmes que les nôtres. Aller vers une réduction de sa puissance militaire, je ne peux que m'en réjouir. Et je ne comprends pas ceux qui, tout en donnant leur accord verbal, constamment retardent l'échéance. Quel risque avons-nous pris? Depuis le premier jour de mon élection, j'ai veillé à maintenir notre force vraiment en situation, comme on dit, de crédibilité. C'est-à-dire que les autres puissances, et notamment l'Union soviétique, sachent qu'il ne peut pas y avoir de guerre, parce que le risque est trop grand, y compris pour l'Union soviétique. C'est ce qu'on appelle la dissuasion nucléaire, et c'est l'essentiel de notre doctrine, et je m'y tiens. Nous avons un sous-marin nucléaire de plus, nous allons en avoir, après les années 90, encore un autre. Je ne cherche pas à forcer les choses, je veux que la France reste en situation de sécurité. Mais cela ne m'empêche pas de plaider partout, sur toutes les tribunes internationales, et ici même, pour le désarmement. Je suis allé dire aux Nations Unies que si les deux grands empires, Union soviétique et États-Unis d'Amérique, diminuaient leurs armes au point d'atteindre une proportion considérable, ils ont 13 000 à 11 000 charges nucléaires stratégiques, nous allons aux environs de 300. Il faut qu'ils fassent un effort colossal avant que nous puissions nous mettre autour de la table. Voilà ce que je voulais vous dire, étant entendu que la France, en attendant le moment où le désarmement sera suffisamment important pour qu'il nous concerne, eh bien, elle ne baisse pas la garde, elle est là, elle est présente. Et elle peut continuer à moderniser son armement et à moderniser l'armement de l'OTAN. Vous touchez là un problème très sensible. Elle continue naturellement à moderniser son armement stratégique. Le problème qui s'est posé récemment, c'était la question de savoir si, au moment où l'on est en train de faire disparaître du centre de l'Europe les armes nucléaires dites intermédiaires, intermédiaires, ça veut dire celles qui vont d'un bout à l'autre de l'Europe, donc qui peuvent nous détruire, comme elles peuvent détruire n'importe quel autre pays d'Europe. Ne traversent pas l'Atlantique. Elles font entre 500 et 5500 kilomètres. L'accord de Washington, c'est ça. On s'en débarrasse, on les élimine. À partir de là, il reste des armes nucléaires au-dessous, entre 0 et 500 kilomètres. Et le premier geste de certains, c'est de dire, eh bien, on va les renforcer. Je dis non, au moment où l'on amorce le désarmement, posons des conditions. Et la condition que j'ai posée à l'Union soviétique et qui a été adoptée, approuvée par la réunion de l'OTAN qui s'est tenue à Bruxelles, nous en avons parlé tous les deux, ça a été de dire, eh bien, le premier geste utile en Europe, c'est que les soviétiques diminuent leur puissance militaire classique, conventionnelle. Avions, chars, canons, toute force qu'ils ont
infiniment plus puissante que celle des pays de l'Ouest aux frontières des Allemagnes et de la Tchécoslovaquie. Alors ça, il faut qu'ils démontrent leur bonne volonté. Et il faut leur donner un délai. Il faut leur dire, écoutez, si dans les 2 ans qui viennent, vous n'avez pas engagé la négociation sur ces armes conventionnelles, où nous sommes là, où nous risquons d'être en situation de faiblesse, eh bien, nous renforcerons le reste de notre arsenal. Vous savez qu'il y a aussi un autre débat qui s'est engagé dans ce pays à ce propos. Il y a des gens qui disent qu'il y a beaucoup trop d'argent donné au surarmement et cet argent, on ferait mieux de le donner aux pays en voie de développement parce que le prochain conflit à venir, ce sera peut-être pas Est-Ouest, mais ce sera Nord-Sud. C'est un raisonnement tout à fait juste. On n'imagine pas les sommes perdues, dissipées. Ce sont véritablement des dépenses improductives. On parle de croissance et donc de développement de l'emploi alors que l'on gèle des milliards et des milliards de dollars, de francs, de toutes les monnaies. Il faut éviter le surarmement. C'est pourquoi j'approuve son contraire, qui est l'amorce, le début d'amorce de désarmement. C'est le premier désarmement depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est très important. Bon. Alors, nous avons déjà proposé aux Nations Unies, M. Giscard d'Estaing l'a fait avant moi, je l'ai fait moi aussi. M. Edgar Faure était allé plaider la même cause, toujours sur la même tribune, en disant développons un plan qui permettrait, chaque fois que l'on désarmerait, surtout sur le plan nucléaire, de consacrer une partie des sommes économisées au développement du tiers-monde. C'est peut-être une vue un peu idéale. Elle a retenu l'attention. Je crois qu'elle trouvera un jour une réponse, mais bien entendu, le problème du tiers-monde ne tient pas qu'à cela. Ce qui est vrai, vous l'avez dit, c'est que les menaces qui pèsent sur la sécurité dans le monde à cause du déséquilibre entre les pays riches et les pays pauvres, c'est une menace aussi inquiétante que peut l'être l'armement nucléaire. Demain, c'est 1989. 1989, il y a tout juste 2 siècles, le grand message de la France était liberté, égalité, fraternité. Là, vous avez une poignée de secondes pour nous dire ce que vous souhaiteriez pour la France comme message demain dans le monde entier. Bien, précisément, le message de paix. Liberté, égalité, fraternité, c'est toujours actuel, hein? Paix. Au moment où les mondes sont dressés, où partout surgissent des conflits locaux, régionaux, où l'on voit la haine et le sang, dire le mot paix et en prendre le chemin, c'est un grand message, je crois. Monsieur le Président, je vous remercie. Je vous remercie également. Dire le mot paix et en prendre le chemin, c'est un grand message.